Bonjour à toutes et à tous, notre invité du jour aime être dans les bars et surtout au comptoir, mais pas pour boire. Grégory, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le gérant des Étains de Lyon, une entreprise historique de fabrication de comptoirs en étain pour les restaurants, mais aussi pour les bars. Vous avez repris cette activité en 2002 grâce aux artisans éteigniers. Aujourd'hui, vous la faites perdurer dans votre atelier de Villeurbanne. Vous avez la passion des métiers d'art et le souci de les valoriser. D'où vient cet intérêt et comment vous le faites? On va en parler ensemble tout de suite. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes ce matin pour présenter votre métier. Vous êtes gérant des Étains de Lyon, implanté à Villeurbanne, mais aussi en Haute-Loire, maître artisan métier d'art et également donc entreprise du patrimoine vivant. Vous fabriquez des comptoirs de bar et plans de travail en étain, une entreprise qui a été créée en 1947 et que vous avez décidé de reprendre avec votre frère Xavier. C'était en 2002. Pourquoi vous avez voulu pérenniser ce savoir-faire ? On veut le pérenniser tout simplement parce que c'est un savoir-faire qui est magique. La matière qui permet de fabriquer ces comptoirs ou ces plans de cuisine, elle est tellement malléable qu'on peut en faire pratiquement tout ce qu'on veut. Et c'est un coup de cœur que j'ai eu quand j'ai vu cette entreprise que mon père m'a proposée à l'époque avec mon frère. Ça n'est pas votre entreprise familiale, hein, il faut le souligner quand même. Non, elle a été reprise par deux frères, donc par une famille, mais effectivement, à l'origine, c'était une succession qui allait se disparaître et que nous avons repris parce que c'était absolument magnifique. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant ? Oh là, avant tout ça, j'ai d'abord travaillé dans la grande distribution. Je n'ai pas fait de grandes études, je suis plutôt un autodidacte. Et après la grande distribution, j'ai eu cette opportunité de racheter cette entreprise. Et donc, je l'ai fait avec mon frère il y a maintenant 24 ans. Et voilà. Avec la plus grande passion qui vous anime, on aura l'occasion de le voir tout au long de cette émission. Vous avez grandi à Saint-Étienne avec un père entrepreneur, c'est donc lui qui vous a un peu poussé, et une mère diplômée des Beaux-Arts. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce sont eux à la fois qui ont éveillé votre goût d'entreprendre et également votre sensibilité au beau ? Forcément, on ne pouvait pas y échapper. Une mère qui a fait les Beaux-Arts et un père chef d'entreprise, les deux éléments étaient rassemblés pour que je me passionne par un métier de fabrication et de transformation. Au moment de la reprise de cette entreprise en 2002, comment se portait-elle ? Est-ce que, vous disiez tout à l'heure que c'était un peu compliqué de pérenniser l'activité, comment vous avez réussi à la relancer ? Alors l'entreprise, quand on l'a reprise avec mon frère, elle était en décroissance puisque le propriétaire ne trouvait pas de repreneur. Donc nous, on est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe et donc il a fallu lui redonner ses ailes. Donc moi, je suis de facto parti sur la route, j'ai pris mes petits pieds, ma voiture et puis j'ai fait le tour de France pour présenter les produits à tous les architectes, les décorateurs, les cuisinistes et toutes les boutiques de décoration puisqu'on faisait aussi des produits de décoration. Et il a fallu quand même vous plonger dans l'histoire de cette entreprise puisqu'elle date de 1947, elle s'appelait la Dinanderie Lyonnaise, elle fabriquait donc déjà des comptoirs en étain et je crois savoir que là on voit des images de la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas toujours été avec ce matériau. Oui, ça n'a pas toujours été avec ce matériau. C'est vraiment l'origine est vraiment le comptoir en étain. Mais effectivement, il y a eu une période où on est passé sur du zinc, d'où l'amalgame aujourd'hui de dire un zinc de bar. Et tout ça est lié à la guerre, puisqu'après les bombardements de 39-45 sur Paris et sur le reste de la France, les bars qui étaient en étain ont été arrachés par les Allemands. Ils ont eu besoin de récupérer l'étain pour souder les amorces des obus. Et après, l'étain en allemand, ça se dit zinc. Donc ils venaient chercher le zinc à Paris. Ils repartaient avec les bars en étain. Et après, quand on a reconstruit les toits de Paris, il y avait beaucoup de zingueurs qui faisaient les toitures. Et donc, les bars disaient aux zingueurs, est-ce que tu pourrais me remettre tes chutes d'étain sur mes comptoirs ? Et donc, on a transformé les anciens bars en étain en bars en zinc. Et après, on est revenu à ce matériau d'origine après la Seconde Guerre mondiale. On a de nouveau fabriqué des comptoirs en étain. Quelles sont les qualités de ce matériau ? Pourquoi finalement il est irremplaçable pour les comptoirs ? Alors, il est irremplaçable parce qu'il a une sonorité, un toucher extrêmement doux et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec d'autres matériaux. L'étain est un métal gras, il est extrêmement chaleureux. Quand on le touche, il est très très doux.
Et il est surtout très malléable du fait de sa consistance qui est relativement souple. Et ça permet de faire des formes que vous ne pourriez jamais faire avec d'autres métaux. Mais pour autant, il faut quand même avoir quelques précautions d'usage. Alors, il faut avoir des précautions d'usage, mais ce qui est beau, c'est de le faire vivre. Parce que chaque personne qui va y passer va y laisser sa marque, son empreinte. Un verre qui va cogner, un fond de bouteille, un cul de bière qui va venir taper le comptoir va laisser les marques. C'est un matériau qui se patine avec le temps. On dit qu'il s'étoile. Comment vous façonnez un comptoir de bar dans votre atelier à Villeurbanne? Alors ça, c'est très intéressant. Chaque artisan que j'ai chez moi, ils doivent posséder au minimum 7 savoir-faire. De la tôlerie, de la soudure, de l'ébénisterie, de la menuiserie pour la fabrication des supports, de la fonderie, savoir fabriquer des moules, savoir couler le métal dans les moules. Donc tous ces savoir-faire-là, on est obligé de les transmettre. Et c'est ça la plus grande difficulté, mais aussi le plus grand des plaisirs. Parce que chaque artisan doit apprendre à maîtriser ça. Il faut entre 1 an et 2 ans pour qu'une personne arrive à maîtriser le plus de savoir-faire possible. Et vous les formez en interne parce qu'il n'y a pas de formation initiale. Vous avez 5 artisans étaigniers qui ont appris dans votre entreprise. Ça, c'est une des plus grandes tristesses de nos métiers, c'est que ce sont des métiers rares qui disparaissent et effectivement, il n'y a pas d'école parce que ce ne sont pas des marchés non plus qui sont gigantesques. Donc, on ne va pas former des personnes à un métier qui n'existe plus. Parce qu'il n'y aura pas de débouchés en fait ensuite, ou très peu en tout cas. Ou très peu, voilà. Les finitions que l'on voit à l'image sont entièrement personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut choisir la fameuse bordure. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire là, sur cette image, qui peut être donc ornée de différents motifs, cette bordure. Alors, toute la particularité des États de Lyon, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que nous, on n'a plus nos moulures qui étaient figées comme on les faisait en 1947, où on les coulait dans les moules. Là, on va venir, au contraire, maintenant, les personnaliser à l'infini. Ça a été une évolution de la demande du marché. C'est-à-dire qu'on disait, ouais, mais vous faites tous toujours la même chose, des bordures années 1900, 1930, qui sont très jolies, qu'on fait toujours. Mais on a dit, vous ne pourriez pas faire ça comme ça. Et puis, on en est venu à ça, et mon frère a développé en interne, effectivement, cette particularité de la personnalisation en faisant d'un puzzle la feuille d'étain et les fonderies, on mélange l'ensemble. Est-ce que tout le monde peut devenir artisan éteignier? Tout le monde peut le devenir, mais il faut de la passion. Et c'est vrai que quand je recrute quelqu'un aux Étains de Lyon, je rencontre la personne, je regarde si les yeux pétillent déjà pour le métier, mais ce n'est pas complètement moi qui vais sélectionner mon personnel. Ils vont partir en atelier, je vais les laisser tout seuls, ils descendent, ils vont voir les artisans qui travaillent et c'est eux qui vont me dire s'ils veulent travailler avec cette personne ou pas. Donc on cherche beaucoup du savoir-être et de la passion plus que du savoir-faire aujourd'hui. Pour un résultat exceptionnel, vous réalisez plus de 150 comptoirs chaque année. Qui sont les clients avec lesquels vous travaillez et notamment à Lyon? Alors oui, on fabrique 150 comptoirs par an parce qu'on ne peut pas en faire plus aujourd'hui, mais on pourrait vu que la demande est assez forte. Et nos clients, ce sont les architectes, les décorateurs, les cuisinistes et les quelques particuliers qui viennent nous voir parce qu'on est quand même assez caché dans notre atelier et on n'est pas vraiment vu du grand public. Là, on vous voit au cœur de l'Hôtel Dieu, et le grand hôtel de l'Hôtel Dieu à Lyon. C'est une commande hors norme que vous avez pu faire pour ce lieu? C'est assez hors norme de par la taille parce que c'est 24 mètres de comptoir en étain, donc oui, c'est déjà très grand. Et le côté, je dirais que hors norme, non, ça fait partie du classique de la société. On fait dans des lieux historiques, dans des lieux du patrimoine. Donc le produit qui est lui-même un savoir-faire patrimonial permet d'être mis dans des lieux patrimoniaux comme le Grand Hôtel Dieu ou d'autres endroits. Voilà, à Paris notamment, ça a été le cas pour le restaurant La Tour d'Argent ou encore la Flottille à Versailles ou le Tout Hôtel toujours à Paris. 3 lieux qu'on va voir en images. Vous travaillez de quelle manière lorsque vous entrez en contact avec ces clients? Comment se passe la collaboration? Alors, la grande particularité de la société, c'est qu'on a un produit qui est coup de cœur. Donc, et historique. Comme le comptoir de bar en étain, c'est historique, les clients veulent retrouver ce comptoir qu'ils avaient vu chez leurs grands-parents ou qu'ils connaissent dans l'histoire de France. Et c'est comme ça qu'ils tapent comptoir en étain et qu'ils tombent sur la société Les Étains de Lyon sur Internet. Et c'est de là que les clients arrivent à nous. Mais aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup travaillé sur la notoriété et l'image et la connaissance de cette société est reconnue en France. Et moderne, parce qu'on le voit là, notamment sur cet hôtel. Le
le comptoir n'a pas la finition traditionnelle que vous évoquiez tout à l'heure. Alors complètement, et c'est ça que nous on adore, c'est qu'on nous a poussé dans nos retranchements. Là entre autres, c'est un immense architecte designer français qui nous a demandé de réaliser ce comptoir de bar et les 47 tables qui sont au 25e étage des Tours du Haut à Paris. C'est exceptionnel. Et là, il nous a poussé dans nos retranchements parce qu'il nous a demandé de travailler. Il y a un certain nombre de coups de marteau faits au mètre carré. Donc c'est un comptoir martelé, on peut dire qu'il s'appelle comme ça. C'est un comptoir martelé, poli, brillant. Je ne parle pas de poli miroir parce que l'étain, comme il se raye assez facilement, il va vite prendre des patines. Mais là, on sera sur du poli brillant. Et c'est vrai que c'est des savoir-faire, là encore d'autres savoir-faire qui se sont rajoutés, mais qui poussent les artisans dans leur retranchement. Et qui sont la vitrine de votre entreprise. Mais au-delà de cette vitrine-là, vous avez aussi des showrooms à l'international, notamment à Bruxelles, Londres, Moscou ou encore au Sultanat d'Oman. Car vous dites que ce qui vous importe, c'est quand même de faire rayonner à travers le monde cet artisanat français. Pour quelles raisons vous tenez vraiment à ce que partout dans le monde, on puisse avoir la patte française sur ces comptoirs ? L'intérêt, c'est de faire rayonner à l'international. Pourquoi ? Parce que la France a des savoir-faire incroyables et que si on n'en parle pas, si on ne les fait pas découvrir à l'international, nos savoir-faire vont disparaître. C'est aussi des marchés nouveaux pour nous, c'est aussi une culture nouvelle. Par exemple, en Angleterre, dès qu'ils posent un doigt sur un bar en étain, ils se disent « oh là là, mais c'est relativement fragile ». Donc on a toute une démarche pédagogique d'explication et de transmission de ce savoir-faire pour leur expliquer comment ça se fait. Oui, parce qu'il y a quand même de la concurrence. Aujourd'hui, on a d'autres matériaux comme la pierre, le bois, le béton. Pour quelles raisons, finalement, on se tourne encore vers ce matériau-là alors qu'on pourrait se dire que c'est moins solide, moins pérenne ? Je vais vous répondre que c'est comme une bague. Quand vous achetez une bague, vous avez des bagues qui sont ultra modernes, mais qui dans le temps vont se démoder. L'étain, c'est indémodable. Alors que d'autres matériaux plus contemporains, plus composites vont se démoder dans quelques années. C'est bien possible. Grâce à votre travail, l'entreprise a été labellisée entreprise du patrimoine vivant dès 2008 et depuis 2017, donc vous avez le titre de maître artisan en métier d'art. Que vous permettent ces distinctions ? En tout cas, qu'est-ce qu'elles vous apportent ? Alors ces distinctions, je ne les prends pas pour moi. Je les prends pour l'entreprise et je les prends pour les hommes qui travaillent avec moi. La valorisation par de la reconnaissance de l'État, par ce label EPV ou par le diplôme de maître artisan en métier d'art que j'ai pu obtenir, c'est surtout pour valoriser ce savoir-faire qu'ont mes artisans dans leurs mains. Et le protéger. Et le protéger. Ce sera le cas dans quelques instants aussi, puisqu'on va recevoir une autre entreprise labellisée, entreprise du patrimoine vivant. C'est la maison familiale Volpon. Et c'est Frédéric que l'on voit là à l'image, qui est à la tête de cet établissement d'ébénisterie qui existe depuis 1946 à Saint-Fond, à côté de Lyon. On aura le plaisir de partager avec lui ce que vous faites ensemble, notamment parce que vous avez l'occasion de monter quelques projets en duo. Alors vous êtes aussi depuis 5 ans le président de l'association régionale des entreprises du patrimoine vivant. Quelles sont les missions qui sont les vôtres et qui vous tiennent à cœur sur le territoire régional ? Alors oui, j'ai ce grand honneur d'être depuis maintenant 6 ans président de cette association régionale des EPV, Entreprises du patrimoine vivant. Et c'est vraiment une reconnaissance parce que porter ce label, c'est la reconnaissance de l'État des savoir-faire industriels et artisanaux rares. Et ça, pour moi, c'était indispensable. Donc vous êtes le garant sur le territoire de tout ça, en quelque sorte. Le garant, le porteur, qui doit en faire l'image. Et depuis 12 ans aussi, vous êtes élu à la Chambre des métiers de l'artisanat du Rhône. Là aussi, vous défendez des grands dossiers qui vous sont chers. Parfois, quand certains artisans sont en difficulté, vous êtes là pour les accompagner. Là, c'est la même chose, effectivement. Je suis élu métier d'art à la Chambre des métiers du Rhône depuis maintenant 12 ans. Pareil, c'est toute la passion parce que j'aime donner aux autres et j'aime prendre du temps pour les autres. Et les artisans ne savent souvent, quand ils démarrent, sont un peu perdus, savoir où est-ce qu'on peut faire de l'administration, comment on fait, des problèmes juridiques, des problèmes de recrutement. Et la Chambre permet d'apporter énormément de solutions à tous les artisans et j'avais à cœur aussi de porter cette voix-là. On va terminer avec une dernière photo qui montre que vous avez participé à la dernière édition du CIRA, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie, de l'alimentation. Quel lien vous avez tissé avec les grands chefs lyonnais qui sont là
à vos côtés avec des médailles. Alors oui, alors ça c'est toujours super parce que ces gens-là aussi, ils créent en permanence et leur savoir-faire aussi, savoir découper des pièces, savoir bien travailler une viande, bien travailler un poisson, c'est la même chose que nous en fait. Donc moi c'est ce rapport de création, d'innovation, de savoir-faire qui est important et c'est ça qui crée des liens avec eux. Et d'ailleurs quand ils viennent prendre un comptoir de bar chez moi, ils ont la même chose, ils se disent on retrouve cette passion qu'on peut avoir nous pour la cuisine et que vous avez pour le travail artisanal. Et vous avez bien d'autres passions en dehors de votre travail. On va ouvrir tout de suite votre journal intime puisque voici l'envers du décor. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Alors vous êtes lyonnais, Grégory, je le disais tout à l'heure, et ce que vous aimez par-dessus tout ici à Lyon, c'est la basilique Notre-Dame de Fourvière. Vous avez l'occasion d'y aller souvent pour admirer notamment ces mosaïques. Exactement, et toutes ces mosaïques sont extraordinaires, les pierres qui ont été travaillées, en fait on en revient toujours à la même chose, je suis passionné par le savoir-faire. Donc en fait vous voyez à travers ça le savoir-faire de l'époque. Eh bien c'est exactement ça, et surtout de la transmission, puisqu'aujourd'hui il y a encore des gens capables de faire ce qu'on peut retrouver dans ces lieux exceptionnels. Voilà, de restaurer les mosaïques notamment qui sont sur l'ensemble des murs. Alors vous aimez beaucoup aussi la musique, il y a de temps à autre des concerts qui sont joués à l'intérieur de cette basilique Notre-Dame de Fourvière. Celle que vous aimez, c'est Mélodie Gardot, grande jazzwoman, j'ose dire. On peut dire ça, oui. Ouais. Je l'ai découvert à Jazz à Vienne, puisque je suis j'aide Jazz à Vienne. Vous accompagnez le festival Jazz à Vienne, merci. D'accord. J'accompagne le festival et j'ai rencontré Mélodie Gardot sur un concert. Et pour la première fois de ma vie, à la première note qu'elle a lancée, j'ai eu les poils des bras qui se sont dressés. Depuis, c'est vrai que j'ai une passion, j'ai écouté un peu son histoire, j'ai su qu'elle avait eu un très grave accident à 19 ans, qu'elle a failli mourir, qu'elle a été laissée sur le bord de la route, ça a été une histoire terrible. Et que donc elle vous touche d'autant plus aujourd'hui. Elle me touche d'autant plus, toujours des histoires d'hommes, des histoires de femmes. Quand on la voit, on peut faire waouh, et c'est d'ailleurs en fait le mot ou l'onomatopée que vous trouvez formidable. Oui, j'adore ce mot, le waouh, parce que c'est l'effet waouh. Alors on en revient encore sur les mais effectivement, quand je vais livrer mon comptoir, c'est comme livrer une bague à une femme. Et le client a des yeux qui s'ouvrent, qui pétillent et il dit c'était la pièce maîtresse de mon comptoir. C'est celle que j'attendais. Donc cet effet waouh, il est important. Et cet effet waouh a aussi été très retentissant le 8 décembre dernier 2024 lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes. Vous auriez aimé participer au chantier. Alors c'est un des plus grands regrets, mais en même temps quelque chose qui a été formidable. Le plus grand regret, c'est de n'avoir rien eu à faire dans la cathédrale, mais quelque chose d'extraordinaire, c'est tous ces reportages qui ont eu lieu sur à nouveau tous ces savoir-faire, que ce soit les tailleurs de pierre, les menuisiers, les ébénistes, les facteurs d'orgue. Et les designers, parce que là, on voit le baptistère qui a été créé par Guillaume Bardet, qui est aussi de notre région, puisqu'on avait eu la chance de le recevoir dans Vous êtes formidable. Il est implanté à Cré, dans la Drôme. Et on va terminer avec la personne que vous trouvez formidable. Alors, c'est pas Mélodie Gardot, mais elle est tout aussi belle. C'est Bénédicte, votre épouse. Oui, Bénédicte, mon épouse est incroyable. Elle me suit tous les jours depuis 25 ans et c'est la première personne, quand j'ouvre la porte de la maison, qui me dit « Comment tu vas aujourd'hui ?» Et rien que ce mot qu'elle fait tous les jours, c'est pour moi… ça vous apaise. Après une journée qui est parfois intense, quand on est dans l'artisanat d'art, on ne compte pas ses heures. Et c'est le cas de Frédéric qui va nous rejoindre tout de suite. Il est ébéniste à Saint-Fond, dans le Lyonnais, et va nous parler de son beau métier. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de mettre en lumière aussi votre métier d'art. Atelier d'ébénisterie d'art, donc, qui existe depuis 1946 à Lyon, fondé par votre grand-père Ernest. Vous avez donc repris cette entreprise en 2000. Est-ce qu'à l'époque c'était une évidence de reprendre cette entreprise familiale, parce que vous, c'est bel et bien une entreprise familiale? Ça a été une évidence même avant, parce que je suis né même quasiment dans la cour de l'atelier. Et quand je suis revenu de l'armée, ça faisait déjà quelques années que je travaillais dans l'entreprise, j'ai demandé à connaître un petit peu plus comment se passait la vie d'une entreprise autre que mon métier d'ébéniste. Et très vite, ça m'a plu.
Et j'ai exprimé le souhait de dire que voilà, quand mon père prendra sa retraite, vous alliez reprendre le flambeau. Exactement. Et c'est le cas maintenant depuis 25 ans désormais. Comment vous définissez l'ébénisterie d'art ? L'ébénisterie d'art, déjà, il y a une tradition dans l'ébénisterie, et c'est de là d'où vient le nom de notre métier, c'est l'ébène. Et c'est quand au XVIIe siècle, les ébènes sont arrivés, ce n'étaient pas les ébénistes, c'était encore des menuisiers en meubles, se sont dit que ce bois-là, ils ne pouvaient pas l'utiliser en bois massif comme ils faisaient. Donc ils ont eu d'abord l'idée de scier des plaquettes très fines, d'habiller les meubles avec ça. Petit à petit, la technique a fait qu'on a pu avoir des feuilles de plaquage. Et ces feuilles de plaquage qui viennent habiller sont à l'origine de notre métier d'ébéniste. C'est ce que l'on voit là à l'image, ces feuilles de plaquage que vous utilisez encore aujourd'hui. Alors au-delà de l'ébène, il y a d'autres essences Bien sûr. de bois qui sont utilisées aujourd'hui. Ce sont lesquelles ? Alors aujourd'hui, on va travailler, on a toujours un dénominateur commun qui est le chêne, qui plaît toujours, toujours autant. Mais on a les noyers, on a quantité de bois, on va avoir du frêne, on va avoir des acajou. On découvre des essences de bois aussi tous les jours avec cette quête d'essence de bois en permanence. Et d'exploration finalement et de nouveaux usages, notamment contemporains et esthétiques. On va en parler dans quelques instants. On voyait quelques images du stockage en fait, finalement, du bois que vous avez. Depuis sa création en 1946, vous avez la chance d'avoir des caves à bois qui ont été constituées au fil des décennies avec à la fois du bois massif mais aussi du plaquage en provenance du monde entier. Ça, c'est assez rare dans votre métier d'avoir l'ensemble de ces caves à bois avec ces matériaux qui sont parfois exceptionnels, peut-être qu'on ne trouve plus du tout sur le marché d'ailleurs. Alors ça faisait partie de la culture de l'ébéniste avant, puis qui a été perdue, et nous on a toujours conservé cette tradition d'aller acheter avant des bois et d'aller chercher des bois d'exception, c'est-à-dire avant d'en avoir besoin. C'est le principe d'une cave à vin, c'est pas uniquement parce que je suis épicurien, mais le parallèle est exactement celui-là. Quand on va acheter une bonne bouteille et qu'on va la laisser vieillir, on ne sait pas quand, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas avec quoi. Mais c'est de l'avoir et de pouvoir la proposer. Donc vous avez des trésors à l'intérieur de cette cave à bois. On a effectivement dans nos plaquages, on a plus de 12 000 m² de feuilles de plaquage en réserve, dont certains bois ont plus de 4000 ans. Incroyable. En bois massif, c'est pareil. Il y a des bois dans la cave à bois qui datent encore de mon grand-père. On a à peu près 40 m³ de planches qui attendent. Et qui seront peut-être utilisés un jour, parce que l'ADN de votre entreprise, c'est de préserver ce patrimoine, mais aussi d'utiliser les nouvelles technologies. Comment vous avez modernisé l'outil de travail ? Moderniser, on est obligé de se moderniser, quoi qu'il en soit, mais c'est pour ne plus faire à la main ce que la machine va faire beaucoup mieux que nous. Ce qui fait que ça nous permet de nous concentrer réellement sur le geste de l'ébéniste. Et ces gestes-là, justement, dans ce travail du plaquage, dans ce travail de précision et de finesse, on l'a toujours. Et on a recentré notre métier vraiment sur ces gestes de l'ébéniste, en s'appuyant au maximum sur ce que, aujourd'hui, la précision des machines pouvait nous donner. Mais la machine ne fait pas tout, c'est avant tout les hommes. Et donc, comment vous assurez, comme Grégory le disait tout à l'heure, la transmission de votre savoir-faire auprès de vos collaborateurs ? Alors ça, c'est un sujet qui est très important et on a initié, il y a à peu près une année, un travail sur la transmission des savoir-faire qui a commencé déjà par cartographier les savoir-faire clés de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est dans la phase où on va les formaliser. C'est-à-dire on est en train de travailler sur le fait de formaliser sur des fiches, sur des outils. Aujourd'hui, on a des applications. Toutes les méthodes de travail. Toutes les méthodes. Donc, je vais rappeler mon père, je vais rappeler mon oncle, je vais rappeler notre ancien directeur de production pour qu'il y ait une mémoire de tout ça. Pour qu'il y ait une mémoire. Et puis, à côté, on va travailler, vous parliez des nouvelles techniques. On a toutes ces nouvelles techniques aujourd'hui qu'on applique avec des nouveaux matériaux. Et celles-là aussi, on va les formaliser. Quels sont les projets emblématiques sur lesquels vous avez travaillé, que vous avez réalisé ces dernières années ? Alors déjà, un sujet qui est chaud d'actualité, c'est le Bocuse d'Or. C'est ce que l'on voit là, par exemple. Alors, sur celui-là, c'était pour Davy Tissot, quand il a eu donc, son Bocuse d'Or. Donc, il souhaitait une desserte pour pouvoir faire les découpes. Donc, on lui a fait un bel objet où on a réuni d'ailleurs 4 entreprises EPV pour réaliser. Oui, parce que vous êtes entreprise du patrimoine vivant. Exactement. Et donc, vous avez réuni 3 autres entreprises à vos côtés. Exactement. Dont celle de Grégory. Tout à fait. L'objectif, c'était de faire un objet emblématique de nos entreprises régionaux
entreprise du patrimoine vivant, tout à fait. Et quels sont les autres grands projets? Là, c'est une petite pièce, mais vous travaillez sur des projets d'envergure plus importants. Alors là, on vient de terminer une immense villa en Corse, un projet pharaonique avec une précision d'ébénisterie dans les moindres détails. Une architecte avec une créativité formidable et qui nous a poussé dans nos retranchements. C'est un chantier à peu près de 10 000 heures de travail. Alors, ce n'est pas le chantier qu'on voit en image, là on a une succession En fait, des différents projets que vous avez pu faire ces dernières années, je le précise. Non, c'était un chantier pharaonique mais absolument fabuleux qui a pris plus d'1 an et qui était génial. Et puis récemment, pour Paul Marcon aussi, on lui a fait un écrin pour présenter son plateau et il a gagné aussi les Bocuse d'Or. On va le recevoir dans Vous êtes formidable dans quelques jours d'ailleurs. On doit peut-être porter chance au Bocuse d'Or. D'en parler. Je pense que vous portez chance au Bocuse d'Or et vous portez chance aussi à Grégory. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux et de quelle manière vous avez eu la chance de travailler ensemble? Nous, on se connaît depuis plus de 20 ans avec Frédéric et on a repris l'entreprise pour lui de famille et pour moi la mienne à peu près à 1 an de différence et on s'est toujours suivi et porté. J'ai toujours eu une grande admiration pour le travail de Frédéric et il m'a poussé quand je le voyais faire ses réalisations. Ça me poussait aussi moi-même dans l'excellence pour faire évoluer aussi mon entreprise de la même façon. Et en tout cas, merci de l'avoir invité ce matin parce qu'on est très content de vous avoir reçu également. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 9h. Merci d'avoir été avec nous et retrouvez cette émission sur France.tv, bien évidemment. Excellente journée sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. À demain. Anybody do the things you do